Nous avons notre vase texturé, nous allons maintenant le placer dans la scène. Et pour le placer dans la scène, je vais d'abord lui adjoindre, enfin je vais plutôt le rendre enfant d'un contrôleur, parce qu'en général on ne touche jamais un objet directement, sauf quand on fait de la dynamique, ce qu'on va faire. Et donc bon là je vais un petit peu aller contre ce que je vous dis là maintenant, mais normalement en 3D on ne manipule jamais directement un objet modélisé, on passe toujours par un contrôleur. Donc je vais ajouter, je vais repasser en layout, me débarrasser de la fenêtre ici qui est toujours là depuis la création de ce vase. Donc clic droit sur la ligne de séparation entre les fenêtres et je fais un joined area. Alors ensuite en fonction de où, donc clic droit join area, en fonction de où je vais placer ma souris, on voit qu'il y a deux grosses flèches qui se dessinent et ça veut dire telle fenêtre va écraser l'autre fenêtre. Donc dans ce cas-ci, la fenêtre de gauche va écraser la fenêtre de droite et voilà, comme ça elle disparaît. Bien, donc je vais maintenant pouvoir mettre ce contrôleur, donc ce sera un empty. Alors le empty c'est pratique parce qu'il n'est pas vu par la caméra, donc il n'est pas calculé, c'est un objet inexistant finalement, très pratique pour justement pouvoir placer les objets dans la scène. Je vais le renommer contrôle vase, underscore vase, voilà. Et en maintenant le majuscule enfoncé, je vais glisser le vase sur ce contrôle vase. Donc là maintenant, mon contrôle vase emmène le vase. Bien. Alors, je vais réactiver mon décor. Et là, je vois que mon vase est vachement trop grand. Donc vous, ça va dépendre un petit peu de comment vous avez modélisé votre vase. Vous n'avez peut-être pas la même taille que moi, mais enfin, en tout cas, vraisemblablement, il ne sera pas de la bonne taille, parce qu'on n'a rien fait pour qu'il le soit. Donc, je vais lui changer sa taille, simplement S. Et voilà, je vais essayer de le faire pas trop grand, pas trop petit non plus. Ok. Et je vais le placer, donc je vais activer le X-Ray, je suis dans ma vue front orthographique, et je vais le placer pour qu'il soit juste un petit peu au-dessus du meuble. Alors juste un petit peu au-dessus, parce que comme on va utiliser la dynamique, c'est la dynamique qui va le poser sur le meuble, pour qu'il réagisse parfaitement bien au ballon, quand le ballon va le choper. Donc, forcément, il ne sera pas tout de suite posé correctement, puisqu'il faut que la dynamique le pose. Donc voilà, il est placé de manière judicieuse pour que le ballon puisse facilement l'attraper. Et ce qu'on peut encore faire au niveau du vase, c'est définir que son point de gravité sera plutôt au centre de l'objet. Donc son point de gravité, c'est le petit point orange que vous voyez là. Tout objet a ce point. Donc on voit ici, chaque objet a un point de gravité qui correspond vraiment au centre depuis lequel l'objet va pouvoir être transformé. Donc si maintenant je viens dans le menu objet, ou alors plutôt l'origine, je vais faire l'origine to géométrie, pardon, voilà, c'est pas le snap, c'est origine to géométrie, et donc ça va placer ce fameux point de pivot au centre de la géométrie. Dans ce cas-ci, c'est ce qui va nous être le plus utile. Ok, donc ça c'est pour le vase. Il me faut maintenant le ballon. On va réactiver ce ballon. Et ce ballon va aussi être animé en partie en dynamique. Donc on ne va pas utiliser son objet de contrôle qui est ici. Donc c'est aussi un empty. On va directement utiliser le ballon. Donc c'est un petit peu une exception par rapport à ce que je vous ai dit. Puisqu'on utilise la dynamique, il faut pouvoir l'utiliser directement sur l'objet. Donc je vais placer ce ballon quelque part assez loin parce qu'il doit avoir une impulsion suffisante que pour donner un effet intéressant. Donc après avoir essayé quelques fois, parce que c'est ça aussi la dynamique, c'est qu'on doit souvent tester, réessayer, changer des paramètres, réessayer, voir si ça marche. Je sais que si je le mets par ici à l'extérieur, j'aurai une bonne impulsion pour que l'animation suivante se fasse dans de meilleures conditions. Donc, je vais le placer par ici, lui mettre une clé d'animation. Donc, je suis à la frame 3, c'est pas une bonne idée, il faut que ça commence à la frame 1. Donc là, je déplace ma clé d'animation, il suffit que je la clique et que je la déplace. Je vais me mettre à la frame 40 et je vais le placer là où je voudrais qu'il démarre
son animation dynamique. Ça va être ici quelque part. Enfin, tout ça, je pourrais le changer par la suite en fonction de ce que me donne le résultat de la dynamique. Donc voilà, il faut qu'il soit bien aligné par rapport au vase pour être sûr de bien le choper au milieu, sans quoi le vase pourrait partir trop sur la droite, trop sur la gauche. Ok, donc je lui remets une clé d'animation. Et si je veux voir le chemin qui parcourt, en fait, dans les propriétés de mon objet, je peux activer le Motion Path. Enfin, je peux le calculer. Donc, on va le calculer sur 40 frames. Je le calcule. OK. Et donc, voilà, il me fait ce chemin-là. Alors, on voit tout de suite, parce qu'il prend le pli de me montrer au niveau des clés, donc à chaque frame où va se situer ce ballon, on voit qu'il y a une accélération progressive et une décélération. Alors on voit ça comment? Parce que les clés sont l'une très proche de l'autre. Donc moins il y a d'espace entre les clés, et plus l'animation est lente. Plus il y a d'espace entre les clés, plus l'animation est rapide. Donc ici, en fait, entre cette clé-là et celle-là, l'animation est plus rapide qu'entre celle-là et celle-là. Or, moi, je ne veux pas ça. Je veux une vitesse constante. Donc, en fait, je dois changer l'interpolation, donc la manière dont l'ordinateur va calculer toutes ces positions intermédiaires. Je vais changer cette interpolation pour qu'elle soit linéaire. Donc si je viens dans ma timeline et que je clique droit, j'ai interpolation mode et je vais prendre linéaire. Alors il n'y a rien qui change pour le moment parce que je dois updater le chemin. Et quand je fais ça, maintenant il m'a réétalé les clés. On voit ici, elles ne sont plus regroupées ici au début et à la fin. Elles ont toutes la même distance l'une par rapport à l'autre. Donc si je viens ici au milieu et que je veux lui donner un arc de cercle, donc je vais aussi créer une clé d'animation. Alors il n'y a rien qui se passe au niveau de mon chemin, mais je dois updater le chemin, et voilà, et donc il me fait le chemin. Alors c'est pas très courbe, on est d'accord, parce que ce qu'il fait, c'est une ligne droite, c'est l'aspect linéaire de l'interpolation. Bon, ça ne me dérange pas dans le cadre de ce qu'on fait là, puisque ce qu'on va voir à l'image, finalement, c'est cette zone-ci. On ne va pas voir tout le chemin qu'il fait. Et surtout, après, son animation va démarrer en dynamique. Et là, elle va avoir un comportement plus naturel que cette ligne droite qui est un peu bizarre, comme ça, cassée. Mais bon, voilà. Si je devais faire une animation manuelle parfaite avant qu'on voyait le ballon depuis le début, etc., ben, je devrais recourber, parce que ce n'est pas du tout naturel de se déplacer dans ce style-là. À part éventuellement si c'est un robot ou si c'est un ballon venu d'ailleurs. Bref, donc on a maintenant réalisé l'animation du ballon. On va faire en sorte de le transformer en objet dynamique. Alors pour que la dynamique fonctionne, en fait, on a besoin de deux composants. On a besoin d'un composant actif et d'un composant passif. L'actif, c'est celui qui va effectivement bouger. Le passif, c'est celui qui va provoquer une réaction sur l'actif. Genre, par exemple, un sol va faire rebondir la balle. La balle étant active, le sol étant passif. Dans mon cas, il faudrait que mon meuble soit un composant passif. Mais ce meuble, il est linké à ma scène, donc je n'ai pas la possibilité de lui changer ses propriétés. Il n'est pas vraiment dans la scène. Si vous vous rappelez, quand on a construit cette scène, on n'a pas fait un append, on a fait un link. Donc, ce que je vais faire, c'est rajouter un cube que je vais écraser. Il faut que ce soit un cube, ça ne peut pas être un plane parce que dans la solution dynamique, les planes ne fonctionnent pas bien. Alors ce plane, il est très grand, un peu trop grand peut-être, SY un peu, voilà. Mais il n'a pas besoin d'être précis exactement au niveau de la taille de mon meuble parce que ce cube ne sera pas vu. Je vais faire en sorte que la caméra l'ignore. Mais par contre, il va agir comme objet bloquant pour la balle. Donc,
cet objet-là va avoir des propriétés. Donc je suis dans les propriétés de dynamique, c'est les deux petites boules ici avec la ligne, la courbe, de rigid body, tout comme la balle, on sera dans les rigid body, parce que ce sont des objets solides, hein, le vase, la balle, c'est pas du tissu, c'est pas des boules de savon, des choses comme ça, donc c'est vraiment des objets solides, donc c'est du rigid body. Et il sera passif. Lui, il sera passif. Et d'ailleurs, je vais le dupliquer. Et je vais aussi le mettre sur le sol. Donc un peu à ras du sol, un peu plutôt enfoncé dans le sol. Pour ne pas qu'il dépasse du sol, voilà. Et je vais aussi dire que cet objet, donc dans ses propriétés d'objet, au niveau de sa visibilité, cet objet ne sera pas renderable. Donc je vais décocher le fait qu'il soit calculé. Alors on peut le voir, pour le moment c'est pratique qu'on le voit, enfin, mais après on pourra aussi faire en sorte qu'on ne le voit pas dans la scène. Donc si je viens sur l'autre, pareil, il ne sera pas calculé, mais pour le moment en tout cas on peut le voir et on peut le sélectionner. Si je décoche ces cases-là, on ne pourra plus le sélectionner et on ne le verra plus. Le seul moyen de le retrouver, ce sera par l'explorer de scène. L'outliner. Ok, donc on a nos objets passifs. Allons voir notre objet actif. Donc ce sera notre balle, toujours dans le même onglet, rigid body, il est actif. Par contre, il a été animé. Il a été animé jusque l'image 40. Donc je vais cocher animé, parce qu'il est animé jusque ce moment-là. Et je vais mettre une clé. Donc je clique sur le petit point qui se trouve là. Donc maintenant j'ai une case jaune, ça veut dire que j'ai une clé sur le fait qu'il est animé. À la frame juste après, 41, il ne sera pas animé, donc il va être pris en compte par la dynamique, et je mets aussi une clé pour qu'il enregistre bien le changement d'état. Donc à la frame 40, il est animé manuellement, à la frame 41, il va être animé par la dynamique. Alors comment est-ce qu'il va réagir avec son environnement en fonction de sa collision? Quelle forme va avoir la collision? Eh bien c'est une sphère puisque c'est un ballon. Donc en fait c'est une sphère qui va entourer le ballon et qui va faire en sorte qu'il réagisse avec l'environnement, enfin avec en tout cas l'objet passif. Parce que si vous vous rappelez bien, les objets rentrent les uns dans les autres en 3D. Si on ne met pas un objet de collision autour de notre objet, une fonction finalement de collision autour de notre objet, eh bien l'objet va rentrer en travers et ça n'aura, voilà, il n'y aura pas d'effet. Donc on a le ballon qui va maintenant rebondir. Mais on va voir comment il va rebondir. Il faut tester la dynamique. On peut aussi changer son poids. On va mettre 1.2. Et on va essayer tout de suite le résultat. Donc je me reporte au début de ma timeline, avec la clé qui se trouve ici. Et je vais lancer la simulation. Donc il suffit que je fasse le play sur ma timeline. Et il va calculer la simulation. Donc il y aura l'animation d'abord. Et puis ça va enchaîner avec la simulation. Donc voilà, hop. Et on voit le ballon qui roule. En fait, il ne rebondit pas du tout. Alors pourquoi est-ce qu'il ne rebondit pas du tout? Parce que les paramètres qui gèrent le rebond ne sont pas vraiment réglés. Le bounciness n'est pas réglé. Pour le moment, il est à 0. Donc en fait, il n'a pas de propriété de rebond. Donc je vais remonter ce bounciness, je vais le mettre quelque chose comme 0,82, et je vais aussi en mettre de bounciness sur la plaque sur laquelle il doit rebondir. Alors là je vais mettre peut-être un peu moins, j'ai pas besoin d'en mettre autant parce que sinon je vais avoir un double rebond, mais il faut quand même que j'aille du rebond, donc là je dois en mettre un petit peu. Donc rebond et friction, en fait friction c'est ce qui va faire en sorte que le ballon à un moment donné s'arrête à force de rouler sur le sol. S'il n'y a pas du tout de friction, eh il va continuer sans jamais s'arrêter. Sur le sol ici, je peux aussi mettre un petit rebond, mais moins, parce qu'on peut imaginer qu'ils ne doivent pas trop rebondir. Je veux dire, on n'est pas dans une salle de basket, enfin voilà.
Et je peux aussi augmenter un peu la friction, comme ça je vais le ralentir. On ne le verra pas, ce ne sera pas calculé vraiment dans le résultat final. Donc une fois que j'ai changé ces paramètres-là, il faut que je reteste ma simulation, parce que c'est le principe, quand on fait de la simulation, on change un paramètre, on reteste, on change un paramètre, on reteste, et ainsi de suite. Donc je viens ici au début, et je lance ma simulation, et on voit qu'effectivement il rebondit, pas encore assez, donc on peut remonter, et dans ce cas-ci, le rebond généré par la plaque et le rebond du ballon. Et peut-être descendre un peu sa friction qui l'empêche peut-être un peu de rebondir. Ok, repassons la simulation. Et voilà, on a quelque chose déjà un peu mieux. On peut encore monter son bounciness. Voilà, hop. Ok, bien, donc là, ça semble assez intéressant. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est s'occuper du vase. Le vase, lui aussi, doit avoir de la dynamique. Pour le moment, vous avez vu, le ballon passe en travers parce qu'il n'y a pas de solution dynamique qui a été ajoutée sur le vase. Donc, je vais lui mettre aussi un rigid body actif. Il aura un poids un peu plus léger, 0,3, hein, puisque c'est jamais qu'un... comment dire, c'est un vase, hein, ça ne pèse pas des kilos et des kilos. Alors, ce que je peux faire, c'est, sachant qu'il n'y a rien qui va se passer avant l'image 40, et quand je vois la balle qui rebondit, là on voit déjà il y a une petite interaction. Donc, quelque part, le ballon va arriver aux alentours de 46. Donc, si je me remets à 0, je peux considérer que à 46, donc il va être animé. Je vais cocher animé pour l'empêcher de réagir à la dynamique jusque l'image 46. Donc là, je vais animer le fait qu'il soit animé. Et à 47, je vais désanimer, donc je vais décocher et cocher la case animée. Alors là, maintenant, il part dans tous les sens parce que je n'ai pas recalculé la simulation. Donc là, c'est normal qu'il ne tienne pas en place. Il faut repartir de zéro et retenir compte des changements que je viens de faire ici, en sachant que ce que j'ai dit, c'est que voilà, il était seulement animé en dynamique à partir de l'image 47. Donc je reviens au début et je relance la simulation. Donc ça c'est très important. Une simulation doit toujours recommencer du début de la scène. Vous ne pouvez pas partir de n'importe où. C'est toujours de la première image de votre scène. Et voilà. Et donc on a la balle qui fait partir le vase. Voyons ce que ça donne. C'est pas mal. Bon, le vase part un petit peu violent. Plus violent que la première version que j'avais faite. Donc on peut peut-être augmenter un petit peu son poids. Ouais, un petit peu, on n'est pas beaucoup plus que ça. Au niveau de son... Oui, convex hull, en fait, ça va prendre la forme du vase, donc c'est bien de laisser ça. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être augmenter un peu sa friction, et sur bounciness, certainement pas. Alors, au niveau des réglages de dynamique ici, le damping, en fait, c'est ce qui va un peu ralentir son mouvement quand il part, quand il réagit à la dynamique, il va un petit peu moins rapidement réagir à la dynamique. On a laissé un peu de rotation parce qu'effectivement il doit pivoter pendant sans quoi il va bouger de manière tout à fait pas naturelle. Donc on a laissé un petit peu de rotation. Et on va réessayer encore cette dynamique. Voilà, donc finalement j'ai fait quelques petites modifications. Donc c'est toujours la même chose avec la dynamique. J'ai quand même dupliqué la box que j'avais mis au sol pour la mettre contre le mur. Et j'obtiens donc ce résultat ici, avec la balle qui, voilà, rebondit, n'est pas trop freinée par le vase, même si elle l'est quand même un peu. Et surtout,
Le vase, il a un poids de 0,5. Je vais peut-être essayer 0,3 finalement. Voilà, c'est mieux. Alors, on voit ici ce qui se passe tout à la fin. On ne le verra pas dans le plan final, mais comme mes plaques ici, mes cubes ne sont pas très longs, une fois qu'ils sont sortis de la zone de ces plaques, en fait, elles tombent dans le vide, elles passent à travers le sol. Donc, pour éviter ça, je pourrais changer la taille, déjà déplacer ça, parce que ça ne va jamais tomber par ici, et changer la taille en X pour être sûr que ce soit suffisamment grand. Ici, déjà le déplacer, je pense pas qu'il aille plus loin que ça. Et peut-être celui-ci, changer sa taille en Y, voilà, et le déplacer légèrement sur les Y. Comme ça, je suis sûr qu'il couvre une zone suffisante. Et je peux jouer la dynamique. Voilà. Alors, autre chose importante à faire, une fois qu'on a réalisé cette animation, c'est de faire une sorte de freeze de cette animation, de bake. En fait, c'est pas un freeze, c'est un bake. On va cuire l'animation, enfin c'est comme quand vous cuisez un gâteau. On va faire en sorte que cette animation dynamique, donc pour le moment, on a vu, on a fait une partie d'animation à la main, et puis alors après, plus de contrôle, puisque on ne sait pas exactement ce qui se passe, c'est la gravité qui rentre en jeu, c'est le poids qui intervient, enfin c'est différentes choses qui interviennent, qui font que les objets jouent différemment. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner ces objets, et calculer leur dynamique pour que ça devienne de l'animation traditionnelle, si on veut. Donc l'ordinateur va calculer la position, la rotation, la taille, enfin tout, de chaque objet à chaque image, et va les figer comme ça dans l'animation. Donc si je viens dans le menu objet, je peux aller dans Rigid Body, Bake to Keyframe. Et en faisant ça, donc je vais le faire sur une centaine d'images, parce qu'il n'y a pas plus que 100 images qui seront vraiment intéressantes. On ne va jamais calculer jusqu'à 250 cette animation. Donc je fais OK. Ça prend un petit temps, il ne se passe rien a priori, mais en fait il calcule. Et donc maintenant, j'ai une animation qui n'est plus du tout dynamique, mais qui est une animation en keyframe. C'est l'ordinateur qui a placé chaque fois les keyframes où il fallait, en fonction de cette animation. Et donc maintenant c'est figé, c'est frisé, et je peux être sûr que quand je vais calculer, je ne vais pas avoir une drôle de surprise, parce qu'il m'aura recalculé la simulation pendant le calcul, ce qui amène inévitablement des problèmes. Et donc après nous verrons comment nous pouvons finaliser cette scène.